Des rencontres, bienvenue au bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Ça fait plaisir, non? Ce matin, ça y est, les centres-villes revivent, les restaurateurs et les cafés, ouf, peuvent réouvrir et ça fait du bien, surtout qu'il fait beau, faut en profiter. Allez donc les soutenir et les consommer, ça va nous faire du bien à tous, ça va remettre de la vie dans tous les villages. Philippe m'accompagne pour la technique, bien sûr, comme d'habitude, et merci pour votre fidélité, que ce soit en vidéo live sur Facebook ou alors avec la web radio sur le net ou encore la FM, bien sûr. Alors pour réécouter cette émission, eh bien connectez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la conjoncture économique, nous allons aussi parler de sophrologie pour se faire du bien, et puis nous allons découvrir un nouveau mode de livraison unique pour tous ceux qui veulent être livrés en leur absence. Et enfin, nous rejoindrons l'un des cofondateurs de la société Gobi qui crée des objets du quotidien éco-responsables, intelligents et qui a créé une visière qui se soulève. Et donc ça, c'est plutôt très original. Et pour en parler de tout ça, eh bien, j'accueille Denis Ferrand, qui est directeur général de Rexecode, l'Institut d'études et de conjoncture économique. Nous analyserons la crise Covid, bien sûr, et son impact. Et puis, nous parlerons peut-être des eurobonds. À nos côtés, Céline Mestre, bonjour. Bonjour Florence. Céline, vous êtes sophrologue, alors nous parlerons de cette activité de bien-être en cabinet et en entreprise. On va voir avec vous l'impact de la crise Covid. Et puis à vos côtés, Pascal Laurence, bonjour. Bonjour Florence. Vous venez de créer en pleine crise aussi Quick Wink, un mode de livraison unique, comme je le disais, pour tous ceux qui souhaitent être livrés en leur absence. Conformité, sécurité, on en parlera bien sûr. Et vous aussi, l'impact, quel démarrage possible en pleine crise, en pleine pandémie. Et puis enfin, nous serons en direct avec Samuel Degrémont, le directeur technique de la société Gobi Lab, qui crée des objets intelligents, les gourdes Gobi, vous avez peut-être entendu, le kit couvert. Depuis 10 ans déjà, et maintenant, ils ont lancé une visière qui se soulève quand on a chaud. Et puis voilà, pour les invités du jour, si on peut, nous passerons notre expert Pascal Boniface qui va nous expliquer pourquoi Xi Jinping fait-il plus peur que Mao. Sinon, je vous le passerai dès demain puisque ça, c'est une chronique enregistrée. Alors, comme toujours, on commence par l'info. On apprend hier que les auteurs de l'étude publiée dans The Lancet, dont je vous ai parlé sur l'hydrochloroxine, ont reconnu des erreurs qui ont tout de même provoqué une nouvelle querelle de chapelle médicale et l'interdiction d'utiliser ce médicament en hôpital pour les cas graves. Le professeur Didier Raoult, professeur de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, tient de nouveaux propos polémiques très durs envers ses détracteurs et la presse grand public, j'allais dire. Il s'en prend au pied nickelé de la science, mais je vous invite à écouter ce qu'il dit sur la vérité de l'hydrochloroxine. C'est une idée, c'est un peu fou, vous savez. Moi, je comprends bien que les gens aient des difficultés, les hommes politiques, les journalistes aient des difficultés, parce que vous dites ça, elle lui dit ça, mais moi, c'est pas mon problème. Si vous avez passé 4000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer, parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout, qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée. C'est sûr, si vous prenez de l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, si on prend trop. Comme avec le Doliprane, d'ailleurs, qui est vraiment en réalité plus dangereux que l'hydroxychloroquine, si on veut bien regarder. C'est la première cause d'intoxication dans les pays modernes du monde. Le Doliprane, c'est dangereux, le Doliprane, ça tue beaucoup. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu, vous savez, des électrocardiogrammes? Ici, on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir si il existe une dérive de la recherche, des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes, dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde, la réalité tangible, une chose que l'on peut voir, est
tordu d'une telle manière qu'à la fois, ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Donc nous, ce dont on parle, c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici. Puis il suffisait de filmer pour voir combien il y a de malades qui sont passés ici. Moi, il n'y a rien qui va effacer peut-être le gâtisme, l'Alzheimer, qui effacera progressivement ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai observé. Le reste, ce qui se publie dans la littérature, c'est complètement déraisonnable. Et donc, il y a une vraie question qui se pose là, comme ailleurs d'ailleurs, qui est la différence entre le travail réel, avec la vision quotidienne, moi, de tout ce que je vois. Tous les jours, ici, on fait 2 réunions d'1 heure par jour pour examiner tous les résultats de tout ce qui se passe, de tous les malades, de qui peut sortir, qui ne peut pas sortir, qui est contagieux, qui ne l'est pas, et tout ça depuis 2 mois et demi. Alors si d'un coup, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant 2 mois et demi, c'est que je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous qui n'avons pas vu de malade, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous, qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé ou pas, je crois. La seule chose qui m'ennuie, c'est effectivement, c'est qu'on met en balance, pour ceux qui n'ont que les informations de manière secondaire, entre nous, ce que nous avons, et donc je vous assure que c'est vrai, il suffit de venir voir les dossiers ici, c'est pas compliqué, regardez ce qu'est la mortalité des gens qui sont passés chez nous, c'est pas compliqué, en tout, il y a eu 36 personnes qui sont mortes, qui sont passées à l'intérieur de l'IHU, on a regardé très précisément leur cause de mortalité à chacun, on sait de quoi ils sont morts, il n'y en a aucun qui soit mort de tachycardie ventriculaire, c'est pas vrai. Donc, comment c'est possible que nous, sur 4000, il y en ait 0 et qu'on rapporte dans le papier que c'est 10%? C'est impossible. Qui c'est qui se trompe? C'est celui qui n'a pas vu les malades ou c'est ceux qui ont examiné les malades? C'est pas sérieux. Donc, il y a une vraie réflexion. Pas pour moi. Moi, je ne vais pas changer de conviction parce que la réalité, je la connais. En plus, je connais bien l'hydroxychloroquine parce que j'ai donné, je sais pas, plusieurs milliers de malades avant pour d'autres maladies. Et puis, les rhumatologues donnent ça à plusieurs milliers de gens. D'ailleurs, vous allez voir les décisions politiques, ça va être extrêmement étrange. Je veux dire, les rhumatologues ont le droit d'utiliser un médicament qui est très, très toxique, mais les gens qui soignent le Covid n'ont pas le droit de l'utiliser. Alors, pourquoi les rhumatologues ont le droit de l'utiliser? Peut-être qu'ils n'auront plus le droit, d'ailleurs, parce que il y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même coup que le Remdesivir, c'est le tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal qui coûte à peu près 200 € par semaine, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Et vous allez voir, comme c'est la même cible, c'est-à-dire l'interleukine, vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine c'est même pas bon en rhumatologie, qu'il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problème majeur pour les remplacer par des nouveaux médicaments qui ne sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou, qui est une question de fond qui ne va pas concerner que le Covid, va concerner tout le monde. Quant à cette étude-là, on va mettre cette étude sur notre site, vous verrez que quand c'est une analyse qui est faite de big data, c'est-à-dire pas par des gens qui ont pris en charge les malades, mais par des gens qui ont analysé des données d'hôpitaux, etc., les conclusions sont complètement différentes. Quand les gens ont vu les malades, globalement, 9 fois sur 10, ils trouvent que l'hydroxychloroquine marche. Quand les gens n'ont pas vu les malades, à chaque fois, ils considèrent que ça ne marche pas. Donc, il y a un problème de biais d'analyse, si vous voulez, et donc c'est un problème de qui croyez-vous? Celui qui a vu les malades et qui a traité les malades, ou celui qui a analysé les données informatiques issues des hôpitaux et remplies, on ne sait pas comment. L'épidémie du coronavirus est en train de se terminer, comme j'imaginais que ça se passe, et donc on a de moins en moins de patients, et donc on a clos notre première très très grande étude avec plus de 3600 patients, qui nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Donc on a, parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine, et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Donc je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Donc c'est un point, et quand on compare avec des méthodes très sophistiquées, les groupes thérapeutiques, parce que certains n'ont pas pu recevoir l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ou certains n'ont pas voulu prendre le traitement, ou certains sont arrivés trop tard avant de pouvoir recevoir le traitement, eh bien, on voit qu'il existe une différence significative quand on ajuste très très précisément sur l'âge et les facteurs de risque.
entre le déroxychloroquine et l'azithromycine qui donne de meilleurs résultats que les autres traitements qu'on connaît, et ces différences sont significatives. D'ailleurs, il y avait un autre traitement, une autre publication un peu bidouillée, d'ailleurs, qui est sortie dans le British Medical Journal, qui trouvait les mêmes résultats que nous, mais ils ont refusé d'analyser leur traitement par les hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui étaient significativement différents des autres, puisque les 16 qu'ils avaient traités, il n'y en avait aucun qui était parti en réanimation, aucun qui était mort. Je ne sais pas comment, ni le papier, ni le méthodologiste qui était là-dedans ont accepté de donner des résultats comme ça, sans même faire un test statistique pour savoir si c'était mieux ou pas mieux, alors que c'était évident que c'était beaucoup mieux, les différences sont très significatives. Donc c'est intéressant, mais nous, globalement, si vous voulez, on a fait ce que nous, on considérait comme étant notre devoir, c'est à soigner les gens. Il faut dire que d'ailleurs, le gouvernement ne nous a absolument pas empêchés de travailler. Travailler, très bien, on a testé maintenant 130 000 personnes, on a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR, chez près de 50 000 patients, on a fait des diagnostics de 5 000 cas. Bon, encore une fois, je vous dis, beaucoup ont été traités ici, et donc on estime qu'on a fait notre travail. On a été les premiers, et j'ai eu l'occasion de le dire aux autorités de ce pays, à dire que les enfants n'étaient pas infectés, n'étaient pas atteints. Maintenant, je sais pourquoi. Je vous dirai la semaine prochaine. On sait pourquoi. Vraiment. Donc, c'est vrai, les enfants ne sont pas atteints. On sait pourquoi. On a toutes les données pour faire. Encore une fois, on a accumulé un nombre de données qui est considérable et probablement unique au monde, dans toutes ces données. On sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc, par exemple, jouent un rôle dans la sévérité. Les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature. On sait que les gens qui peuvent être très malades avec des lésions qui sont très visibles au scanner, alors qu'ils ne sont pas essoufflés. Donc ça pose une question sur la stratégie. Vous voyez, sur une maladie nouvelle, on ne peut pas deviner à partir des données anciennes ce qui va se passer. Chaque maladie a sa propre histoire et sa propre évolution. Et donc, nous, on estime qu'on a fait notre travail, c'est la fin de l'épidémie. Il faudra en tirer les leçons avec un peu de patience. La presse ne vit pas sur le même rythme que nous, mais nous, on est très serein sur ce qu'on a fait après, c'est écoles, scientifiques, politiques, publicitaires, tout ça, à un temps, puis le temps fait le tri de tout ça. On n'est pas très inquiet. Voilà, comme a dit le professeur donc, Didier Roarou que vous venez d'entendre, eh bien, une information importante, c'est le taux de zinc qu'il faut donc peut-être maintenant inscrire dans nos analyses médicales lorsqu'on est victime d'une bactérie. Alors, si vous voulez retrouver ces interviews de Didier Roarou, vous allez simplement sur son site de l'IHU Méditerranée /Infection, car il va donner d'autres interviews sur ce thème. Vous l'avez dit, il l'a dit, je veux dire, on s'approche de la fin de cette pandémie. Alors, ça y est, savez-vous que l'appli Stop Covid est disponible en France? Eh bien, juste une petite information en provenance d'Australie. 6 millions de personnes l'ont téléchargée sur 24 millions d'habitants et elle a permis de révéler un seul cas de coronavirus. Donc, ça fait un peu sourire. Allez, on va tout de suite... Vous êtes sur IDFM, Radio Anglais, la radio du bien-être. Voilà, place à nos invités du jour, je vous les rappelle. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, de l'Institut d'études et de conjoncture économique, de Pascal Laurence pour Quick Wink et de Samuel Degrémont, directeur technique de Gobilab, et puis de Céline Mestre, avec qui on va se faire du bien tout de suite parce qu'on en a besoin, c'est la sophrologie. Céline Mestre, peut-être vous allez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'une séance de sophrologie, bien sûr, mais d'abord, je voulais savoir quel impact pour vous avec cette pandémie du Covid. Est-ce que tout s'est arrêté ou est-ce que vous avez pu un peu pratiquer en visioconférence? Est-ce que ça vous a donné des revenus? Comment vivez-vous en ce moment? Alors, tout s'est plus ou moins arrêté, je dois dire. Le cabinet de sophrologie a été fermé à compter des mesures annoncées par le gouvernement. Mais j'ai pu continuer mon activité en distanciel avec effectivement des séances en visio. La sophrologie se prête aux séances en visio dans la mesure où il n'y a pas de contact physique en sophrologie. Les séances sont guidées à la voix, donc c'était tout à fait possible. Néanmoins, je dois dire qu'il y a très peu de personnes qui ont accepté en fait des séances en visio. D'une part parce que
parce que c'est toujours bien de venir au cabinet, c'est un temps privilégié, c'est un espace privilégié pour les personnes que j'accompagne, donc elles préfèrent venir quoi qu'il arrive. En fait, elles se prennent du temps pour elles et c'est ça qu'on aime. C'est exactement ça, dans un lieu dédié avec voilà, quelqu'un qui les accompagne spécifiquement. Et puis il faut avouer que les gens avaient peut-être d'autres chats à fouetter aussi, hein, l'école à la maison, le télétravail, etc. Et puis voilà, une séance de sophro, c'est aussi un temps de parole. On échange au début, on échange à la fin. Donc ça nécessite en fait une certaine confidentialité que les personnes n'avaient peut-être pas chez elles, avec la présence de leurs conjoints, de leurs enfants. Alors, psychothérapie, sophrologie, quelle est la différence ? Alors, ce sont deux approches qui sont tout à fait complémentaires l'une de l'autre. En psychothérapie, on va être dans le pourquoi. On se pose de bonnes questions, on cherche les réponses, on va fouiller, souvent dans son passé, pour comprendre pourquoi on se sent mal aujourd'hui. En sophrologie, on est plus dans le comment. En psycho, on est dans le pourquoi. En sophro, on est dans le comment. En sophrologie, on propose des outils, en fait, pour devenir soi-même acteur ou actrice de son mieux-être. 3 types d'outils en sophrologie. D'abord et avant tout, la respiration. C'est le socle commun de beaucoup de médecines dites alternatives, hein, que ce soit la sophrologie, la méditation, le yoga, l'hypnose. Tout ça est basé sur le souffle avant tout. Donc, premier outil de la sophro, la respiration. Deuxième outil, c'est ce qu'on va appeler la relaxation dynamique, c'est-à-dire une série de mouvements qu'on effectue pour se détendre d'un point de vue physique, musculaire. Donc des mouvements de détente musculaire qu'on appelle la relaxation dynamique. Et puis le troisième outil de la sophrologie, directement inspiré de l'hypnose, c'est la visualisation mentale. Donc en statique, les yeux fermés, après un temps de détente et de relaxation, on va visualiser, on va se projeter par exemple dans un lieu agréable, qu'on connaît ou pas d'ailleurs, ça peut être complètement imaginaire, et on va essayer de ressentir ce lieu et on va faire le plein de sensations positives. Donc c'est là où peut-être est la grosse différence entre sophrologie et hypnose, c'est qu'en hypnose vous êtes vraiment placé en état de conscience modifié, l'hypnothérapeute délivre des messages à votre inconscient. La sophrologie travaille au contraire sur la conscience de ses ressentis, de ses perceptions, de ses sensations, conscience de soi. Alors, on a bien compris, on travaille sur le comment, c'est ça que vous avez dit. Oui. Donc finalement, comment résoudre un problème ? Parce que j'ai vu que vous pouviez travailler sur un manque de concentration qui peut concerner des enfants, tout comme des adultes. Est-ce que ça, on vous le demande ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question quand on vient vous voir ? Alors, on me l'a beaucoup demandé pendant la période de confinement. À la fois, vous avez raison pour les enfants et pour les adultes. Pour les enfants, parce qu'ils devaient étudier à la maison, c'est pas simple, surtout quand ça s'inscrit comme ça dans la durée. Et puis, pour les grands, par rapport notamment aux personnes qui étaient en télétravail. Alors, effectivement, on va pouvoir travailler ça en sophrologie. Par exemple, en essayant de maintenir, alors au fil des séances et en travail interséance aussi, sa concentration sur un objet, par exemple, qu'on convoque mentalement et qu'on va étudier sous toutes les coutures. C'est-à-dire que voilà, vous êtes confortablement installé, les yeux fermés, et vous imaginez en fait qu'un objet se trouve devant vous, vous l'observez, vous observez sa texture, sa couleur, vous tournez autour, vous l'observez de tous côtés, du dessus, du dessous, vous imaginez d'où il vient, ce qu'on va en faire. Vous imaginez peut-être ses odeurs, vous imaginez pouvoir le toucher, etc., etc. Et au fil des séances et du travail interséance, la concentration perdure de plus en plus longtemps. Ce qui veut dire que vous posez des questions, vous amenez la personne à regarder, comme vous dites, par exemple, sous toutes les coutures, un objet, ou vous la laissez toute seule, sans rien dire. Alors, pendant le temps de pratique, la personne, en principe, ne s'exprime pas. Elle est dans un état de détente et de relaxation qui fait que sa conscience s'éveille. Donc elle est allongée ou assise ? Alors, de préférence assise. Il y a effectivement certaines séances qui peuvent se dérouler allongées. De préférence assise parce que on est plus actif qu'allongé. Et puis le danger quand on s'allonge, c'est de s'endormir. Donc, bon, si vous dormez, c'est pas très grave, mais si vous dormez, vous m'écoutez plus. Si vous m'écoutez plus, vous faites plus de sophrologie. Donc, pour les futures mamans, par exemple, les séances se passent allongées ou problèmes de santé particuliers. Mais de manière générale, les séances se font plutôt en position assise.
et debout, bien sûr, pour tous les mouvements de relaxation dynamique. Donc c'est une séance, la sophrologie, qui dure combien de temps? Alors la toute première dure entre 1h15 et 1h30, dans la mesure où il faut faire connaissance. Moi j'ai plein de questions à poser à la personne qui vient à moi pour mieux la connaître, pour surtout savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, comment je peux l'aider. Et puis il y a déjà un temps de pratique durant la première séance pour que la personne reparte déjà avec quelques outils, et les séances suivantes durent 1 heure. Pour les enfants c'est un petit peu moins, c'est 45 minutes. C'est déjà long pour un enfant, 45 minutes. Mais vous, donc là, on a bien compris que vous adressiez aux particuliers. Est-ce que ça peut s'appliquer en entreprise et en groupe aussi, la sophrologie? Oui, la sophrologie se pratique très très bien en groupe. Au cabinet, le week-end, je propose des ateliers, des stages en groupe. Il se passe toujours plein de choses en groupe. Des personnes qui ressentent les mêmes choses ou au contraire des choses différentes. Donc, on en échange. Et puis, c'est toujours rassurant aussi pour les personnes qui s'expriment. D'entendre d'autres personnes s'exprimer et ressentir la même chose. On n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul. Par exemple, quand on dort mal, quand on se réveille 20 fois la nuit, il y a d'autres personnes à qui ça arrive. Donc c'est toujours rassurant de pouvoir s'exprimer. Et puis c'est rassurant aussi de pouvoir venir à une séance de groupe, par exemple, accompagnée. Moi j'ai des mamans qui viennent avec leurs enfants ou des dames avec une copine, voilà. Et puis les séances de groupe sont aussi plus accessibles financièrement, il faut l'avouer. En entreprise, effectivement, les séances ont lieu majoritairement en groupe. C'est très très rare de faire des séances individuelles en entreprise, mais ça arrive. En entreprise, on va être sur des thématiques, bien sûr, de gestion du stress, de concentration, de créativité, de cohésion d'équipe. Et on peut travailler tous ces thèmes avec la sophrologie en groupe. Ouais. Alors la sophrologie, c'est une technique qui existe déjà depuis longtemps, mais il y a eu, fut un temps, des dérives sectaires. Qu'en est-il en ce moment? Et je pense que ça fait peur à beaucoup de monde. Qu'en est-il actuellement des formations de sophrologie qu'on entend à droite et à gauche? Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Mestre? Je comprends que ça puisse faire peur, c'est tout à fait légitime. Ça a pu être le cas, il faut le dire. Les dérives sectaires ont pu concerner la sophrologie comme d'autres pratiques qu'on appelle des médecines douces, médecines alternatives, médecines non conventionnelles. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Le métier s'est professionnalisé. Vous l'avez dit, la méthode existe depuis déjà un certain temps. Elle a été créée dans les années 60 par un médecin, faut-il le rappeler. Donc il y a quand même une base scientifique et médicale à la base. C'était un médecin qui était neuropsychiatre, qui cherchait en fait une nouvelle approche thérapeutique pour ces patients qui souffraient de pathologies mentales. Aujourd'hui, la sophrologie s'est ouverte à peu près tous les domaines de l'activité humaine. Et elle rentre aujourd'hui très facilement à l'hôpital, par exemple, pour justement amener les patients qui vont, par exemple, subir une opération à pouvoir se détendre, à pouvoir envisager les choses de manière positive. Ça permet de moins utiliser de produits pour anesthésier. Ça permet aussi une meilleure récupération post-opératoire. Ça a plein de vertus. Donc ça a existé, ça n'existe plus aujourd'hui. Quels sont les thèmes, j'allais dire, les domaines sur lesquels vous pouvez intervenir? On a parlé de la concentration, vous avez parlé bien sûr du stress en entreprise. Quels sont les autres domaines ou qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, la moitié à peu près des motifs de consultation, c'est le stress et les troubles du sommeil. Voilà, c'est à peu près 50%. 50% de la demande. De la demande, exactement. Après, ça se manifeste sous différentes formes. Ça peut être de l'anxiété, de l'angoisse, des phobies, mais c'est à peu près la moitié. Il y a à peu près un quart qui correspond à la préparation d'un événement anxiogène particulier. Je pense aux étudiants qui se mettent à la sophrologie pour préparer leurs examens de fin d'année, par exemple, ou je pense à une future maman qui veut préparer son accouchement dans les meilleures conditions possibles, ou encore à quelqu'un qui se prépare à des entretiens d'embauche parce qu'il est dans une démarche de recherche d'emploi. C'est à peu près un quart des demandes. Et là, il faut combien de séances pour traiter ce type de cas? C'est très variable. La moyenne, c'est entre 6 et 8. Quand même, il faut quand même 6 et 8 pour se détendre Ouais. pour un examen et bien préparer son examen, c'est ça que vous voulez dire? Se détendre, oui, dans un premier temps, et puis ensuite, on va très vite passer au cours du protocole sur des techniques de futurisation.
C'est-à-dire qu'on va se préparer en fait mentalement comme un sportif pourrait le faire pour une compétition et envisager les choses sous le meilleur angle possible, acquérir aussi des techniques qui vont faire baisser le stress immédiatement avec un geste par exemple qu'on va programmer pour que le fait d'effectuer ce geste nous amène dans un état de calme et de détente. Mais ça n'a rien de magique, ça n'a rien de miraculeux et pour ça il faut plusieurs séances et il faut surtout pratiquer. Et il faut un entraînement régulier entre les séances. Mais c'est tout le but de la manœuvre aussi, c'est de devenir autonome. Donc la sophrologie demande du travail chez soi. En plus, c'est comme une gymnastique finalement. Absolument. Ah d'accord, moi j'imaginais pas du tout qu'on avait en plus, que vous nous donniez du travail à faire à la maison. C'est ça. Merci, c'est une bonne... Alors, est-ce qu'on peut traiter des pathologies plus lourdes ? Non, on ne peut pas traiter. C'est pas le bon terme en tout cas. Il faut rester humble en fait. On accompagne la médecine classique, on accompagne la médecine allopathique. Médecine classique et médecine alternative travaillent de concert aujourd'hui. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en cabinet sur recommandation de leur médecin. Et je suis toujours très heureuse d'entendre ça parce que ça veut dire que voilà, il y a des médecins qui sont convaincus aujourd'hui que les médicaments ne font pas tout. L'un n'empêche pas l'autre. Mais encore une fois, pratiquer la sophrologie, c'est être acteur ou actrice de son propre mieux-être. Et c'est bon pour l'estime de soi. On travaille aussi sur la confiance en soi en sophro. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, non, on ne traite pas. On accompagne. On accompagne. Alors combien, avant-dernière question si vous voulez bien, c'est une mestre, combien coûte une séance ou comment vous faites? Est-ce que c'est des packages comme on fait maintenant? Tant de séances, c'est tant, et puis comment vous faites pour développer votre activité? Alors une séance coûte, en tout cas les prix ne sont pas conventionnés, donc chaque sophrologue peut fixer un petit peu ses tarifs. Pour ma part, une séance coûte 60 €, donc ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Certaines mutuelles, de plus en plus, proposent une prise en charge dans le cadre d'un forfait médecine douce. Ça se voit de plus en plus. Pour les enfants, c'est un petit peu moins. Et effectivement, pour les enfants, je propose ce type de package puisque par expérience, j'ai observé qu'en 5 séances, quasiment tout le temps sur les mêmes thèmes, on arrive à travailler avec des enfants. Donc je propose un package sur 5 séances pour les enfants, 5 séances de 45 minutes. Mais pour les adultes, c'est 1 heure et c'est 60 €. Céline Mestre, je rappelle que vous êtes sophrologue et c'est le sujet dont on parle ensemble tout de suite. Donc on a bien compris que la crise Covid avait tout arrêté pour vous. Et donc finalement, heureusement que vous aviez des réserves, j'allais dire financières. Comment vous voyez l'avenir ? Je vois l'avenir de manière positive. C'est ça l'avantage de pratiquer la sophro et on pratique en tant que sophrologue bien sûr. De manière positive parce que même si la reprise, je dois vous l'avouer, est assez molle encore, forcément il y a forcément plein de gens qui vont avoir besoin d'évacuer tout ce stress. La période qu'on a vécue, même si effectivement c'était sympa de rester chez soi, de profiter de ses proches, de cuisiner, de jardiner, etc., ça a quand même été un stress supplémentaire pour pas mal de monde. On était stressés parce qu'on avait peur du virus, on avait peur d'être malade, on avait peur que nos proches tombent malades, on était peur de privés mourir liberté. aussi. Exactement. Et cette privation de liberté pour un être humain, c'est quand même ce qui est le pire. Donc ne pas pouvoir aller et venir, les infos souvent contradictoires, etc., ça a ajouté. Et c'est un stress qu'on a forcément engrangé et qu'il va falloir évacuer à un moment donné. Donc j'imagine que je vais pouvoir accompagner, et ça sera un vrai plaisir pour moi, toutes ces personnes qui auront besoin de retrouver du calme et de la sérénité pour envisager la suite. Je vous avoue qu'effectivement, la période est compliquée. Moi, j'ai un mari qui est restaurateur, Donc c'est qui a d'autant plus fermé son compliqué. établissement, qui a rouvert à partir du 11 en mode vente à emporter, qui a rouvert ses terrasses hier. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, moi je suis très admirative. Profitons-en parce qu'il faut les soutenir, les restaurateurs, ils en ont besoin. Ouais. Donc on lâche pas. On lâche pas et on vous souhaite beaucoup Merci Florence. que tout redémarre avec votre mari, bien sûr. On espère que ça va démarrer en flèche même pour les restaurateurs et les cafetiers. Alors Céline Mestre, si on veut vous contacter, comment fait-on ?
Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez d'abord me contacter par téléphone, bien sûr, pour prendre rendez-vous et puis peut-être avoir un premier échange sur ce qui vous amène à la sophrologie. Vous êtes installé en Val d'Oise? Oui, c'est ça. Mon cabinet est à Cormeilles en Parisis et j'interviens en entreprise à peu près sur toute la région parisienne. Et puis, j'ai aussi un système de prise de rendez-vous en ligne. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet. Eh bien, écoutez, on vous souhaite tout le meilleur pour le futur, Merci. effectivement, et que tout reparte. Et c'est vrai que tout est basé sur la consommation. Donc, allez-y, il faut consommer pour que tout le monde garde son emploi, son activité. C'est le moment. On va tout de suite aller faire une promenade musicale et on revient dans quelques minutes. Florence, la personne. Oui, bonjour Denis Ferrand, Florence Sueur, enchantée. Vous êtes prêts pour l'interview? Ok, alors je propose en attendant à la fin de parler pour vous expliquer ce que le neurobond. Ou pas? Non? Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Allez, tout de suite, je vous reprends dans quelques minutes après la pause musicale. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécile Mestre, sophrologue que vous venez d'entendre, de Pascal Laurence pour l'activité Quick Wink qui vient d'être créée, de Samuel Degrémont, directeur technique chez Gobilab, et de Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, l'Institut d'études et de conjoncture économique, avec qui nous allons analyser la situation du Covid. Alors Denis Ferrand, merci beaucoup d'être en direct au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Alors bien sûr, l'État-providence a pallié l'effet immédiat de la crise Covid. En début d'année, vous disiez que l'année serait marquée par une baisse des investissements, une hausse de la consommation, mais pas forcément pour plus de croissance. Alors, comment vous analysez l'impact dans, par exemple, quelques mois ? Les projections que l'on pouvait faire au début d'année semblent désormais assez lointains, puisqu'il est certain que le passage du Covid a un peu, d'une certaine manière, tout ravagé sur son passage et a complètement changé la lecture que l'on peut faire aujourd'hui du contexte économique. Mais effectivement, il est important de se rappeler que déjà spontanément, on était parti dans une phase où l'investissement des entreprises était plutôt voué à ralentir après 4 années de forte croissance, parce que les résultats des entreprises étaient sur ralentissement, et à l'inverse, la consommation des ménages pouvait accélérer parce que c'était petit à petit via la perception que les ménages avaient de la distribution de baisse d'impôts qui est intervenue au cours des derniers mois, notamment la baisse de la taxe d'habitation, baisse également de l'impôt sur le revenu, qui commençait à être ressenti par les ménages. Et ça, donc cette clé a désormais été totalement validée par le passage du Covid et par le passage de ce que l'on va bien appeler d'une certaine manière une récession administrée. Récession administrée dans le sens où c'est probablement la première fois dans l'histoire que l'on connaît ça, savoir que c'est une récession qu'on en a consciemment choisi de s'administrer en restreignant la mobilité des personnes,
au moment du confinement, et ce, à l'échelle planétaire. Donc c'était quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Hein. C'est une décision qui a été quasiment commune, avec des modalités différentes d'un pays à l'autre, mais une décision commune de restreindre les mobilités des personnes, et donc ce faisant, eh bien, de contraindre l'activité économique, de contraindre la croissance dans un certain nombre d'activités qui sont dépendantes eh bien, de la circulation des personnes, dépendantes également des interactions sociales. Mais aussi, ce qui est important de garder présent à l'esprit, c'est que si cette récession est administrée dans le sens où on se l'auto-inflige d'une certaine manière, elle est aussi administrée dans le sens où il y a eu très rapidement un déploiement de tout un ensemble de mesures en réponse à cette crise, et mesures en termes de politique monétaire. Et notamment, vous parlez de l'importance des interventions faites par la Banque Centrale Européenne, mais également par la Banque Centrale Américaine, pour venir soutenir l'économie, et notamment pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir de la trésorerie, avec que leur trésorerie ne soit pas atteinte, de faire en sorte que le canal du crédit puisse fonctionner et que les entreprises ne viennent pas à être en faillite parce qu'elles ne seraient pas en capacité d'honorer leur paiement. Et donc de l'intervention des politiques monétaires, c'était dans un premier temps une intervention de nature d'urgence, faire en sorte que le système des paiements ne craque pas et que les entreprises puissent faire face à leurs échéances. Deuxième axe de cette administration des conséquences de la récession, c'est bien entendu les politiques budgétaires, avec là encore un traitement dans un premier temps qui est un traitement d'urgence, faire éviter que le système économique s'effondre par la disparition de l'activité, et on est en train de passer désormais dans une seconde phase de la récession économique, celle où on commence à s'interroger sur la manière de réanimer l'économie, de faire en sorte qu'après le coma dans lequel ceci a été plongé, eh bien, on puisse l'en sortir et retrouver progressivement une croissance de l'activité. Donc, on est vraiment dans ce moment tout à fait particulier où on change de nature de l'intervention, où désormais la question n'est plus une question de la contention de la crise, mais la question véritablement de la réanimation de l'économie, passe par là, également, première étape, par la réduction, par la réduction des restrictions à la mobilité, hein, le déconfinement, l'on puisse désormais à nouveau se rendre dans les terrasses, sur les terrasses de bar. Donc ça, c'est la première étape. Mais la seconde étape, désormais, et qui sera l'étape la plus compliquée, ce sera l'étape de la réanimation de l'économie, de cette relance de l'économie, de faire en sorte que celle-ci redémarre spontanément. Ce sera difficile. En l'impulsant, ce sera peut-être un peu plus envisagé. Justement, Denis Ferrand, vous parlez donc de relance. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, parce qu'il y a quand même toute une frange de population qui passe en travers des mailles du filet des aides, je pense notamment aux indépendants, aux petites entreprises qui sont en train de se développer et pour qui n'ont pas de revenus, donc ils sont obligés bien sûr de vivre sur leur épargne, et alors que les grandes entreprises sont bien sûr soutenues puisque les salariés sont là de longue date, donc elles ont pu avoir des aides. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'État qui arrête pratiquement toutes ces aides début juin aurait dû continuer au moins à minima jusqu'à fin juin? C'est toute la difficulté de la reprise de l'activité. C'est aussi un peu tout ce complexe. On va parler de ce complexe de la cabane. Hein. C'est comme toujours, il faut savoir à quel moment on retire les étais qui sont venus d'une certaine manière consolider l'économie à un moment où elle était menacée de flancher. Et ce qui est tout à fait remarquable, ce que l'on connaît de l'histoire des récessions du passé, c'est que en fait les entreprises ne disparaissent pas pendant les récessions. Non, elles disparaissent au lendemain des récessions. C'est-à-dire au moment où justement il y a besoin de relancer l'économie, en fait, avant de pouvoir commencer, vous êtes un industriel, avant de pouvoir commencer à vendre un produit, bien, vous allez devoir à nouveau vous fournir en matière première, par exemple, pouvoir produire à nouveau les biens que vous avez l'habitude de produire. Vous allez devoir peut-être payer des salaires avant que vous n'ayez déjà un chiffre d'affaires. Donc il y a bien une augmentation de ce que l'on va appeler le besoin de mouvement comptable, à un moment précisément où les trésoreries des entreprises, que vous appelez le prélèvement sur l'épargne des indépendants, le prélèvement sur l'épargne, la trésorerie dont pouvaient disposer les petites entreprises, eh bien ce prélèvement il a déjà été important pendant la phase de crise et il faut donner en fait un nouveau coup de collier. Et donc c'est bien au moment du redémarrage de l'économie que les entreprises se trouvent le plus en fragilité. Alors donc, justement, Denis Ferrand, justement, ce redémarrage, vous l'envisagez pour quand? C'est quoi? C'est octobre, novembre, c'est plus tard?
d'ores et déjà, ça va être très étalé, ça dépend beaucoup du type de secteur dans lequel on est. Et ce qui est un trait aussi tout à fait particulier de cette crise, c'est l'extrême hétérogénéité des situations, des secteurs les uns par rapport aux autres. Vous avez des secteurs qui ont une activité qui est supérieure à celle que l'on pouvait connaître préalablement au Covid. C'est évidemment des secteurs qui sont liés à la santé, des secteurs aussi, certains secteurs, certains segments de l'alimentaire également ont eu un niveau d'activité qui est extrêmement élevé. Et à l'inverse, vous avez des secteurs dans lesquels l'activité est tombée à 0 ou à 10% de la situation normale. Donc, vous avez une très forte hétérogénéité. Et en fait, la nouvelle étape par laquelle on passe, c'est une étape où, après avoir fait d'une certaine manière un soutien à l'ensemble de l'économie, de manière relativement discriminée, les mesures de trésorerie, oui, il y a eu des trous dans la raquette, d'une certaine manière, les indépendants, certes, il y a eu des dispositifs spécifiques pour les indépendants, mais ils n'ont pas été forcément à la hauteur de ce que l'on a vu en termes de chômage partiel, mais globalement, il y a eu un arrosage, on va dire, à peu près systématique au travers des systèmes d'aide. Aujourd'hui, il faut envisager les systèmes d'aide de manière beaucoup plus ciblée parce que précisément les conséquences ne sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre, n'ont pas la même empreinte d'un secteur à l'autre. C'est en cela que l'on passe dans une phase qui est plus difficile, c'est la phase de l'arrosage systématique à un arrosage beaucoup plus sélectif en matière d'aide. Et là, c'est quelque chose qui est évidemment très compliqué à piloter. Dites bien que le redémarrage de l'activité sera très hétérogène selon les secteurs. Et évidemment, le premier secteur qui est notamment, c'est le secteur du tourisme, et celui qui a le plus d'inquiétude, même si avec des confinements, il y a complètement un retour de la demande. Qu'est-ce que alors jusqu'à présent, on sait très bien que la productivité française n'est pas excellente du fait que les entreprises ont trop de charges. Est-ce que ça s'était quand même amélioré? Est-ce que ça s'était amélioré jusqu'à présent, jusqu'avant la crise? En fait, depuis maintenant 6-7 ans à peu près, il y a eu un tournant assez majeur qui a été entrepris. Et je pense qu'on oublie un peu, c'est qu'il y a eu un tournant en faveur d'une politique d'un peu plus de compétitivité du territoire. Et progressivement, il est en train de porter ses fruits. À savoir que quand on regarde des indicateurs, il y a de coûts relatifs, par exemple en France, par rapport à l'Allemagne, dans le secteur manufacturier, dans l'ensemble des secteurs marchands, eh bien, on se rend compte qu'il y avait une réduction de l'écart de coût favorable à la compétitivité en France qui s'est installée depuis maintenant 6-7 ans. C'est une évolution. Le niveau de coût reste plutôt un peu plus élevé en France qu'il ne l'est, par exemple, en Allemagne, qu'il ne l'est évidemment en Italie, en Espagne, mais au moins dans le mouvement, y a-t-il un processus d'amélioration de la compétitivité française, même si c'est quelque chose qui est très lent. Donc, oui, c'est une démarche qui était tout à fait importante et il ne faut certainement pas lâcher la porte pour l'ombre au moment où se pose la question du redémarrage de l'activité. La boussole, me semble-t-il, la boussole en matière qui montre le Nord, qui est l'enjeu de compétitivité, me semble-t-il, il ne faut pas la jeter aux orties. C'est vraiment une boussole qui est importante parce que c'est dans notre capacité à produire dans des conditions de coût qui sont acceptables que l'on trouvera notre capacité à rebondir. Si, parce que l'on introduit des mesures barrières, vous avez une augmentation du coût qui est tout à fait prohibitif relativement à d'autres Européens en Allemagne qui ne mettraient peut-être pas en place les mêmes dispositifs d'augmentation du coût, parce que désormais, avec le passage du Covid, on se rend bien compte que les entreprises doivent produire dans des conditions nouvelles, dans des conditions qui vont générer une augmentation de coûts. Donc si cette augmentation de coûts elle est beaucoup plus importante en France qu'elle ne l'a été dans d'autres pays européens, eh bien tous les efforts qui ont été déployés depuis 6-7 ans en matière de restauration de compétitivité risquent d'être balayés. Et ça, c'est un risque qui est tout à fait important, qui doit être pris en considération au moment d'envisager la sortie. Merci beaucoup Denis Ferrand pour cette analyse économique pour le futur. Je vous propose qu'on refasse un point un petit peu plus tard, d'ici 3 mois par exemple. Et je rappelle que vous êtes directeur général de Rexecode, l'Institut d'études et de conjoncture économique. Très bonne journée à vous en tout cas. On poursuit. Merci à vous et on vous retrouvera effectivement d'ici 3 mois pour de nouvelles analyses. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
Alors Pascal Laurence, vous venez d'entendre bien sûr Denis Ferrand. Vous avez créé Quick Wink il y a peu de temps. Quel impact pour vous cette pandémie au moment finalement de votre montée en puissance, j'allais dire? Quel impact? Pour l'instant, on a un peu de mal à le mesurer. La seule chose dont on s'aperçoit en fait, c'est que quand on a créé cette solution Quick Wink, on était très loin de penser à un effet Covid. On était très très loin d'imaginer ce que serait cette pandémie et l'impact. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous, on est Covid-proof. Puisque notre solution, imaginez, encore une fois, pas du tout dans ce schéma-là, notre solution est de livrer en l'absence. Donc, dans la mécanique de distanciation sociale, puisque nous, notre but, c'est de vous livrer Florence, quand vous n'êtes pas là, que ce soit chez vous, dans la version B2C, dans la version tournée aux consommateurs, et dans notre version tournée aux professionnels, je pense qu'il sera la première à exposer sur le marché, c'est de livrer le professionnel dans son lieu d'exercice lorsqu'il n'est pas là. Voilà. Alors, donnez-nous des cas concrets, puisque vous dites livrer les professionnels, c'est-à-dire qui, comment, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, par exemple, mettre en rayon des produits dans une grande surface ou dans une petite surface? Non, alors moi j'ai un passé de directeur juridique adjoint pendant 5 ans dans une grande enseigne qui s'appelait Dia, avec un monde magnifique de la distribution alimentaire. Et on avait une contrainte à ce moment-là, et d'ailleurs Quick Wink répond à cette contrainte, c'est que pour livrer un magasin en palette, notamment sur la région parisienne avec très peu de surface de réserve, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de faire circuler votre camion très tôt le matin, avant les embouteillages, sauf que pour faire ça, vous devez avoir un salarié du magasin présent sur site pour pouvoir accuser réception de la commande, et il ne fait que ça. Donc en fait, vous allez mobiliser 2 personnes sur des temps de trajet ou des temps d'emploi qui sont des temps anormaux, donc de nuit principalement, avec l'ensemble des contraintes de circulation. Et ces temps de nuit ou ces temps d'imposition font qu'à un moment donné, je vais mobiliser du personnel pour simplement ouvrir une porte et constater une livraison. Aujourd'hui, Quick Wink permet de sécuriser l'ouverture de la porte, de sécuriser l'accès à cet espace sans la présence de la personne qui travaille dans le magasin. On a une solution qui est brevetée, qui permet aux transporteurs de communiquer avec un boîtier qui est au sein du magasin. Ce boîtier vérifie la livraison dans son timing. Oui, il y a bien une livraison qui est envisagée. Oui, cette livraison, elle est bien envisagée sur cette journée-là. Et à ce moment-là, notre solution permet de délivrer une clé qui est une clé temporaire, qui permet l'ouverture du magasin, l'ouverture du sas, qui permet au livreur de délivrer dans le sas l'ensemble des palettes, et il ne pourra refermer qu'une fois que la livraison soit complète. Et à partir de là, on a une certification de la fermeture du sas, parce que je peux tout à fait verrouiller une porte alors qu'elle est ouverte. Mais nous, on certifie, on est le tiers de confiance de la livraison en l'absence, on certifie que la livraison est complète et que le sas peut être refermé conformément à l'objectif. Alors Pascal Laurence, donc cette livraison en sécurité, donc vous avez dit toute sécurité puisque vous êtes un tiers de confiance. Absolument. Donc est-ce que ça procède par quoi? Une serrure électronique, des capteurs? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous installez des solutions, enfin du matériel, concret, du matériel technique quelque part chez vos clients, ou est-ce que comment ça se passe? Alors, dans notre clientèle professionnelle, on installe effectivement des capteurs, on installe des automates qui sont sécurisés, on installe des boîtiers qui communiquent entre ces automates, et c'est ces boîtiers qui vont donner des demi-clés des 2 côtés, à la fois du côté de l'automate et à la fois du côté du livreur. Et aujourd'hui, on a déployé pendant 6 mois au sein d'un grand distributeur dont le nom commence par un C, je vous laisse deviner, il y en a plusieurs. Et en fait, le retour client, ce retour-là, c'est simple, c'est que les seules fois où la livraison n'a pas eu lieu, c'est parce que le livreur n'avait pas pris le matériel. D'accord. Et toutes les autres fois, 100% des livraisons réussies, et donc c'est un beau succès pour nous, encore une fois, même si on a un effet Covid qui va déplacer un peu notre déploiement. Est-ce que l'effet Covid a tout arrêté pour vous, ou bien est-ce que vous avez pu quand même développer votre solution? Alors, on a continué à développer en interne chez nous en mettant nos développeurs en télétravail et ainsi de suite. Le déploiement commercial s'est un peu arrêté parce que nos interlocuteurs dans les enseignes, pour parler de l'alimentaire, ont été très occupés et ils ont très bien fait leur métier.
parce qu'ils étaient sur le pont pour sécuriser les magasins d'un point de vue comme le plexiglas que nous avons vendu ce matin, et ainsi de suite. Donc ils n'étaient pas dans une phase d'écoute face à un démarchage commercial qu'on peut faire. On a un partenariat avec la société UR ou du groupe Bolloré, on déploie commercialement avec eux. Tout se passe bien, mais effectivement, nos interlocuteurs, que ce soit les directeurs supply, les directeurs de la sécurité, commencent à retrouver du temps pour eux. Peut-être qu'ils iront chez Céline pour purger le stress, mais en tout cas, j'espère. Vous parlez de Céline Mestre, l'intervenante précédente. Et qu'ils auront le temps ensuite de nous recevoir pour effectivement qu'on déploie avec eux une solution. Alors la première cible de clientèle pour vous, ce sont les enseignes, les petites ou grandes surfaces? Absolument. À date d'aujourd'hui, je considère que le marché est plus mûr du côté du professionnel qui a besoin de se faire livrer. Faut savoir que le professionnel, aujourd'hui, le kilomètre le plus difficile, le plus coûteux d'un point de vue environnemental et économique, c'est le dernier kilomètre. Et ce dernier kilomètre, nous, on est la clé du dernier mètre. Parce que, in fine, quoi que vous fassiez, si vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte avec efficacité, vous avez parcouru ce dernier kilomètre de trop. Aujourd'hui, il y a 700 millions de kilomètres de trop parcourus en France par an. Vous imaginez le coût écologique si demain on arrivait à déployer. Et c'est pour ça que vous avez développé cette solution de tiers de confiance de livraison en l'absence. Tout à fait. Est-ce que vous envisagez un développement vers le particulier? Oui. Ou est-ce que c'est plus compliqué, vous pensez? Est-ce que le marché est mûr? Je pense que le marché n'est pas encore mûr. Notre solution est absolument déployable aujourd'hui chez le particulier. D'ailleurs, on y pense. On a déjà des gens qui se déclarent en early adopter parce que notre solution, elle n'est pas simplement raison. Dès lors que vous avez notre solution, vous pouvez absolument prévoir de sécuriser l'arrivée de votre femme de ménage, de votre garde d'enfant, du copain qui doit passer à la maison mais qui n'a pas prévu et vous êtes très loin. Vous pouvez lui ouvrir votre porte à distance ou vous lui donnez une clé d'ouverture à distance sur un temps donné. On n'adresse pas simplement la livraison, on adresse toute porte qui nécessite d'être ouverte, peu importe le besoin. Alors donc, je rappelle que vous, Pascal Laurent, je rappelle que vous diffusez, enfin vous venez de créer vous avez créé cette société en 2019, donc c'est tout récent. C'est une solution de livraison à domicile en l'absence ou en logistique, plus on va dire, plus pour des entreprises. Comment vous envisagez le futur pour vous? Et puis, expliquez-nous un peu ce nom Quick Wink, parce que Quick, encore, tout le monde sait très bien ce que ça veut dire, c'est rapide, mais Wink. Alors, wink, c'est le clin d'œil en anglais, et donc c'était de faire des gains rapides comme un clin d'œil. Voilà. On a beaucoup hésité sur ce nom, et en fait, c'est venu d'un de nos associés, d'un de mes actionnaires et associés. On a tourné sur ce nom et on s'est dit qu'en fait, ce nom, il est tellement imprononçable qu'on va le retenir. Donc, on va le garder. Donc voilà. Donc c'était un peu le jeu de mots, en plus, avec 2 W. Tout à fait. Ce qui est rare. Comment vous envisagez donc le futur pour vous? Est-ce que vous avez fait appel à des prêts garantis ou est-ce que pour l'instant vous êtes financés tous par vous-même, les associés et vous? Comment vous faites? On est financés que par nous-mêmes pour l'instant. On a des démarches auprès de notre banque et de la BPI pour avoir un soutien en prêt garanti par l'État ou des prêts rebonds en discussion avec la BPI. Donc là, vous n'avez toujours pas de réponse? Non, toujours pas de réponse. Le dossier est à l'étude pour l'instant. On attend. Effectivement, il y a des grands noms qui ont réussi à obtenir des prêts garantis par l'État. Bon. Tant mieux pour eux. Parce que quand on a un bilan depuis plusieurs années, c'est plus simple pour donner des réponses rapidement. En fait, tout à fait, je pense. Tout à fait. Et les business ne sont pas modélisés de la même manière. Il y a peut-être des fleurons de l'économie qu'on essaie de garder à tout le moins. Donc, et tant mieux. Alors donc du coup, là pour le futur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire une levée de fonds pour... Quels sont vos besoins déjà? Alors, on a un besoin de plusieurs millions si on déploie sur plusieurs années. Aujourd'hui, on a un besoin de cash trésorerie pour tenir sur la période. Et on envisage une levée de fonds en 2 temps. Une levée de fonds déjà régionale, puisque nous venons de Bourgogne, on est à Dijon, on est basé à Dijon. Et ensuite, on pense que sur la région de Dijon, on n'obtiendra pas l'ensemble des sommes qui nous seront nécessaires. Et donc, on fera une levée de fonds un peu plus
cossu sur la région de Paris. Donc là, vous allez contacter plusieurs ventures ou plusieurs business angels, comme on dit. Tout à fait. Que vous allez, comment vous allez faire une opération de crowdfunding? Qu'est-ce que vous envisagez de faire comme levée de fonds? Alors, on envisage, j'ai un rendez-vous avec les BFC Angels, que je salue, qui sont les Angels de la Bourgogne-Franche-Comté, pour discuter avec eux et envisager si effectivement notre dossier est éligible dans leurs conditions. On verra bien, on fera ce qu'il faut pour. Et puis après, on va se rapprocher peut-être plus de banques d'affaires pour être accompagné ou prendre un lever directement. Directement. Alors, continuons toujours sur ce thème. Est-ce que vous envisagez, je sais pas, de contacter des grands groupes pour qu'ils puissent s'associer à vos solutions? Alors, on va les contacter d'ores et déjà pour aller les chercher en tant que client. Après, si en tant que client, l'un nous dit qu'il est intéressé par une entrée au capital, et ça se discute. On ne ferme aucune porte, surtout pas en ce moment, et puis surtout pas vu notre solution, puisque nous, c'est de les ouvrir. Donc, non, on reste très ouvert. Alors, je rappelle votre solution, c'est Quick Wink, c'est de la livraison en toute sécurité à distance et en l'absence, bien sûr. Juste, alors, vous parliez tout à l'heure du nombre d'heures, de kilomètres faits en trop à cause des livraisons, justement. Est-ce que vous envisagez des heures de livraison en dehors des heures d'embouteillage, d'aller et venue au bureau? Comment vous envisagez? Notre solution permet de déclencher d'un point de vue électronique l'ouverture d'une porte avec une de mes clés sécurisée. Donc vous pouvez absolument avoir un transporteur qui va rouler à 4 heures du matin, à un moment où il y a le moins de circulation, où il n'y a plus de contraintes de livraison d'un point de vue d'arrêtés municipaux ou préfectoraux sur la circulation. Donc effectivement, aujourd'hui, quand une livraison se traduit par un no-show, c'est-à-dire que le livreur n'est pas venu, il est venu mais il n'a pas pu ouvrir, il n'a pas pu être accueilli, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au dépôt ou il va sur un point relais, donc il reparcourt des kilomètres en plus. Et s'il livre sur un point relais, vous-même, vous allez reparcourir jusqu'au point relais du kilomètre. Donc, in fine, on consomme tous du kilomètre là où on pourrait arrêter d'en consommer. Alors, donc, du coup, vous installez des serrures électroniques, des capteurs de porte, des caméras de surveillance ou des boîtiers à piloter à distance. Qui les fabrique? Est-ce que vous avez lié des accords avec différents fabricants ou est-ce que ce sont des solutions que vous avez développées vous-même? Alors, nous, on fabrique simplement une box qui permet le dialogue entre une serrure électronique et nous. La serrure électronique, on prend celle du marché. Et on s'applique à pouvoir dialoguer avec toutes les serrures électroniques du marché, peu importe, je ne citerai pas le nom, mais c'est toute serrure électronique que vous pouvez acheter par vous-même. On ne développe, nous, en interne, que la box qui permet le dialogue, et notre brevet porte d'ailleurs sur cette solution. Et pour le reste, les capteurs de porte ou les caméras de surveillance, c'est pareil, vous travaillez avec les fournisseurs du marché? Tout à fait. Alors, la caméra de surveillance n'est pas dans le lieu, elle est portée par le livreur. D'accord, donc le livreur est lui-même équipé d'une caméra, donc on surveille ses faits et gestes finalement. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt sécurisant, même pour le particulier. Oui, oui. Et on comprend mieux maintenant comment vous pouvez justement, grâce à cette solution, éviter tous ces kilomètres en trop. Comme vous avez dit, un livreur qui arrive en l'absence, eh bien, tout le monde fait le double de trajet, le livreur et nous, s'il faut aller chercher le colis en question. Tout à fait. On vous souhaite un bon avenir parce que c'est une solution vraiment très écologique en même temps. Qu'est-ce que, pour vous, quelle est la priorité, Pascal Laurence? Les contacts commerciaux pour se déployer. Donc il faut que tous les salariés qui sont en télétravail reviennent à leur poste pour que vous puissiez les contacter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir. J'avais des discussions avec un grand groupe qui a annoncé un retour pas avant le 1er novembre. Et les personnes me disaient, moi j'ai besoin de retourner travailler parce que j'en ai envie. Alors c'est vrai que certains grands groupes avaient interdit le télétravail, certains l'avaient autorisé une journée par semaine, et c'est vrai qu'avec la crise qui vient de passer, là tout le monde est en train de renégocier le nombre de jours de télétravail, le nombre de jours de travail au bureau. Pascal Laurence, on va rappeler comment on fait pour vous contacter si on est intéressé par cette solution de livraison en l'absence. Notre site internet, quickwing.com.fr ou la page LinkedIn qui marche très bien. Alors, en même temps, vous avez besoin de personnel. Est-ce que vous avez des offres d'emploi à pourvoir? Alors, on recherche à date d'aujourd'hui un product owner et des développeurs essentiellement. Et on a un stage qui vient de s'ouvrir sur le marketing digital.
Ah, donc ça c'est formidable pour les stagiaires. Il y en a plein en ce moment qui veulent valider leur diplôme. Il faut qu'ils vous appellent. Qu'est-ce que c'est qu'un product owner? Expliquez-nous. Alors c'est quelqu'un qui va jouer le rôle de chef projet dédié au produit et s'assurer que le produit répond tant aux besoins clients sur le marché aval, mais que ce besoin client soit complètement maîtrisé par les développeurs, que ce soit web, Java ou autres. Et donc il fait le lien entre la solution technique et le besoin client. Voilà, donc 3 postes à pourvoir chez vous. On les publiera bien sûr en commentaire de cette émission du jour. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube ou sur la page bien sûr Facebook du Bar de l'économie. Et je rappelle cette solution qui est très originale, la livraison en l'absence et qui participe vraiment bien aux enjeux écologiques dont on a tous conscience et dont on veut tous être acteurs. Merci Pascal Laurence d'être venu avec nous aujourd'hui. Je vous propose tout de suite une nouvelle pause musicale. Merci Florence. Oui, bonjour Florence Sueur, à l'appareil enchanté. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interview? Formidable, je pose. On est en problème musical, enfin en pause musicale, donc je pose. Ah, ça. Voilà, super, bah voilà, vous allez pouvoir travailler avec eux. Enfin, vous, oui, s'il y a besoin, je verrai. Quand s'il y a au moins un quart d'heure, ça c'est sûr. Je pense qu'en un quart d'heure, on a déjà presque tout dit. C'est quoi? C'est le 2. C'est le lequel? On y va. Nous voici de retour au Bar de l'économie. Vous vous rappelez que nos pauses musicales, maintenant, c'est de la création. Et donc, si vous avez envie de nous envoyer des sons, n'hésitez pas, on passe un extrait et vous serez donc bienvenus parmi nous. Alors, aujourd'hui, au Bar de l'économie, nous parlons sophrologie, nous parlons économie, bien sûr. Nous venons de parler de solutions de livraison en l'absence. Et puis, nous allons maintenant parler d'objets du quotidien plus intelligents qu'habituellement. Et pour ça, j'ai à mes côtés Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, Céline Mestre, sophrologue, Pascal Laurence pour Quick Wink et maintenant Samuel de Grémont en direct avec nous. Bonjour Samuel, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous êtes le directeur technique et l'un des cofondateurs de GobiLab qui crée des objets plus intelligents. Alors, ça fait déjà 10 ans que vous existez. Vous aviez créé les gourdes Gobi, les kits couverts, et maintenant vous créez la visière. Alors expliquez-nous un peu ce développement. On est une entreprise qui va fêter ses 10 ans cette année, effectivement. On a lancé un premier produit il y a 10 ans qui s'appelle Gobi, qui est une gourde que nous commercialisons encore, qui est plutôt pour les entreprises, pour supprimer les gobelets à l'intérieur des entreprises. Et on se développe petit à petit en élargissant notre gamme de produits. Notre idée, c'est de répondre aux besoins des consommateurs quand on arrive à les identifier pour proposer des objets qui soient plus intelligents que ce qu'on trouve habituellement. Donc, récemment, on a identifié, vous savez la crise qu'on vient de traverser. On s'est associé avec notre fabricant de gourdes qui est dans le Val-de-Marne pour proposer des visières. Donc on a distribué avec eux des visières aux soignants et maintenant on est en phase de commercialisation d'une visière à destination de tous les salariés qui va être certifiée Covid-3. Enfin, voilà, il y a une nouvelle certification des visières qui est en train de se mettre en place. Et voilà, donc on répond à un besoin qui est identifié par une solution qu'on fait fabriquer proche des utilisateurs à côté de chez nous.
Alors justement, ce qui est intéressant dans cette visière, c'est que elle est ergonomique et en plus, on peut la lever tout en la gardant sur la tête. Expliquez-nous un petit peu, puisqu'on est en radio, on ne peut pas la montrer au micro. Expliquez comment elle fonctionne, s'il vous plaît. Alors, on a vu des gens, vous avez certainement vu des gens dans la rue ou à la télé qui ont des visières. La particularité de celle qu'on a inventée, c'est qu'elle a une surface comme une casquette au-dessus qui empêche d'éventuelles projections de passer par au-dessus. Cette forme casquette permet de la prendre et de la tenir et de la lever, donc il y a des petites charnières sur les côtés, et ça permet de la lever au-dessus de sa tête sans avoir besoin de toucher l'écran. L'écran, c'est la zone qui va concentrer les projections extérieures et les projections que vous pouvez faire. Voilà, donc toute l'idée, c'est de pouvoir relever cette visière sans avoir besoin de l'enlever. Donc ça, c'est pratique. Quand vous êtes en pause, quand vous êtes seul, vous n'êtes plus dans une situation exposée, vous pouvez très facilement la relever au-dessus de votre tête sans avoir besoin de toucher l'écran. Et donc ça, c'est à nouveau un avantage. Et puis, c'est une visière qu'on peut personnaliser. En fait, on a créé une petite zone sur cette visière sur laquelle chaque personne qui va l'utiliser peut écrire son nom, son prénom. Ça nous est arrivé, nous, puisqu'on était à l'usine pendant les semaines de confinement pour travailler et livrer nos clients. Quand vous avez 3 personnes qui décident de poser leur visière sur une table à un moment donné, au bout de 2 minutes, vous ne savez plus si tout le monde a les mêmes visières, vous ne savez plus à qui est la visière A, la visière B, la visière C. Avec le système qu'on propose, en fait, vous pouvez très simplement écrire votre prénom dessus, un système amovible, et du coup, vous savez que c'est la vôtre. Et donc, quand vous devez la remettre, notamment le lendemain matin, vous savez que c'est la vôtre, que personne ne l'a touchée, donc vous n'avez pas de risque de contamination avec une visière d'une autre personne. Alors effectivement, c'est très intéressant cette visière relevable, puisque comme vous dites, ça évite en plus de la mélanger, de ne plus savoir à qui elle appartenait si on l'a posée sur une table à côté de soi. Quels sont les premiers clients que vous avez pu livrer ou équiper de cette visière, Samuel de Grémont? On livre des entreprises qui sont des PME principalement, et on est en discussion avec des comptes qui sont plus importants. Là, ce sont des sociétés qui nous commandent entre 200 et 500 visières, et on fait aussi des plus petites quantités pour les petites PME ou les PME, si vous voulez, standards, normales, qui auraient besoin de s'équiper de 10, 20 ou 50 visières. On est tout à fait capable de le faire. Notre société a la particularité que donc on est basé à Paris, à Bordeaux, et on a un centre de production et de conditionnement qui est dans le Val-de-Marne, où on fait l'ensemble des préparations de nos commandes dans un ESAT qui s'appelle l'ESAT de Rosebery, qui est à Montreuil-les-Roses, avec qui on travaille depuis 6 ans maintenant, et donc qui est capable de faire avec nous des petites commandes ou des beaucoup plus importantes, que ce soit des visières ou de nos autres produits. Et donc j'imagine qu'ils se sont mobilisés pendant la crise pour pouvoir livrer, je ne sais pas moi, des hôpitaux ou du personnel soignant? Alors, on a dû s'adapter. En fait, les ESAT ont fermé et ils sont en train de réouvrir. Les travailleurs retournent dans les ESAT depuis le début de cette semaine-ci. Donc, dans l'intervalle, tous les salariés de Gobi ont été mis à contribution, et notamment on a des équipes commerciales, des équipes de soutien client qu'on a envoyées pour faire nos préparations chez notre fabricant ou à l'ESAT, en substitution des travailleurs de l'ESAT qui commencent seulement à revenir aujourd'hui depuis qu'on est en phase de déconfinement. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un était au marketing, il est passé à la production, donc chacun a pu voir qu'est-ce que le métier d'un autre en fait, si j'ai bien compris. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on fait chez Gobi depuis qu'on a créé l'entreprise et qu'on a recruté des salariés. On essaie de proposer à chaque salarié qui fait un métier de venir travailler dans les bureaux. On est aussi à plusieurs endroits géographiques à Paris et à Bordeaux. On propose aux gens qui sont à Paris de venir travailler à Bordeaux, de passer une journée ou deux. Ils font leur métier. Par exemple, les gens de Paris sont des commerciaux principalement. Ils peuvent faire ce travail commercial à Bordeaux, mais ils sont entourés de gens qui font autre chose, qui font de l'exécution de commandes clients à Bordeaux. Et du coup, c'est intéressant parce que ça mélange les expériences. Les salariés échangent sur leurs problématiques et ils connaissent mieux aussi les métiers des autres. Donc ça, le confinement nous a permis d'envoyer des gens qui sont d'habitude dans des bureaux faire du conditionnement des produits, et donc de se rendre compte des difficultés, du temps que ça prend, et puis des difficultés que ça peut créer aussi. Alors cette visière qui se relève, est-ce qu'elle est aussi, est-ce que le grand public peut vous l'acheter directement, et combien coûte-t-elle?
Oui, le grand public va pouvoir l'acheter. C'est une visière qui va coûter entre 10 et 15 euros. Le prix est en cours de définition. Le grand public va pouvoir l'acheter. On est en train de mettre à jour notre boutique sur notre site internet. En fait, le confinement nous a ajouté ce produit puisqu'on a répondu en fait à une demande qu'on a réussi à identifier. Et on était en pleine phase de commercialisation de nouveaux produits qui sont un kit couvert, vous avez brièvement parlé, une nouvelle gourde, qui arrive aussi, donc on est en phase de mise à jour de tous ces produits sur notre site GobiLab. Oui, parce que vous êtes une entreprise qui a déjà 10 ans, mais vous êtes ce qu'on appelle une petite entreprise, puisque vous êtes une quinzaine de personnes. Alors, la nouveauté également, c'est que vous vous êtes associé à votre usine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, pour la réalisation de cette visière, on travaille avec notre usine qui est un fabricant donc qui est à Périgny-sur-Yerres, qui s'appelle Microplast, qui a des moyens de production, qui les a mis à notre disposition, et donc on fait ensemble cette visière, eux la réalisent, nous la commercialisons, mais c'est une sorte de co-développement qu'on a fait avec eux. Ils avaient des capacités de production qui étaient un petit peu moins sollicitées pendant la période du confinement, et on a identifié avec eux ce besoin de produire des visières, et du coup on s'est associé pour pouvoir proposer le plus vite possible cette solution. Cette solution qui est assez astucieuse, je l'avoue, de pouvoir relever sa visière. Alors Samuel Desgrébon, je rappelle que vous êtes directeur technique de GobiLab. Il y a quelque chose de très important chez vous, vous appelez ça l'expérience utilisateur. Expliquez-nous ce concept marketing. C'est au-delà d'un concept marketing. En fait, on essaye de proposer des produits qui résolvent des problèmes que rencontrent les utilisateurs. Et du coup, on a essayé de synthétiser ça dans une formule qui est la formule qu'on utilise chez Gobi, dans laquelle l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire avec notre produit, il faut que le produit qu'on lui apporte résolve un problème que l'utilisateur avait. Donc on a commencé à appliquer cette formule Gobi pour faire notre premier produit qui était des gourdes, qui sont des gourdes qui s'appellent Gobi, donc que vous pourrez voir sur notre site internet. On a destiné ce produit, au départ en tout cas dans notre réflexion, aux entreprises. Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est de supprimer les gobelets dans les entreprises. C'est 3 gobelets par salarié par jour, ça fait 650 gobelets par an, par salarié, qui sont des gobelets à usage unique. Je le prends, je bois, je jette. Donc le service qui vous rend, il est instantané et très faible. Mais en revanche, c'est une valeur environnementale très importante. On jette 600 gobelets par salarié, vous imaginez, donc si vous avez une entreprise de 100 personnes, voire de 1000 personnes, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de gobelets qui sont jetés. Donc nous, on s'est dit, on va essayer d'améliorer l'expérience utilisateur de l'utilisateur qui doit s'hydrater au bureau. Aujourd'hui, il a un gobelet qui est mou, donc il a du mal à tenir son ordinateur et qu'il a du mal à tenir ses dossiers. On va essayer de proposer quelque chose qui soit plus intelligent et qui réponde bien à ce besoin. On a inventé une gourde qui est transparente, donc on voit si elle est propre, on voit si on peut boire avec en confiance. C'est une gourde qui a une poignée, qui permet du coup de la tenir avec un ordinateur et que vous n'avez pas le problème que je viens d'écrire où quand vous avez un petit gobelet mou, vous ne pouvez pas prendre des dossiers avec parce que vous risquez de les écraser. Bien sûr. Et c'est une gourde qui a encore une autre caractéristique, qui se personnalise. Et là, ça résout un troisième problème qui est dans une entreprise, si vous arrivez en réunion et que tout le monde a des petites bouteilles d'eau jetables, par exemple, ce qui se fait aussi dans certaines entreprises, à la fin de la réunion, tout le monde se lève et puis là, vous vous retournez, vous voyez un amas de bouteilles, plus personne ne sait à qui sont les bouteilles qui traînent sur la table et donc elles sont en général jetées. Voilà l'avantage qu'on a inventé. On peut personnaliser la gourde et du coup, chacun peut identifier à qui elle est. Donc, vous voyez, l'expérience utilisateur, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à l'utilisateur qui soit astucieux et qui lui simplifie la vie dans l'utilisation du produit qu'on lui propose. Là, avec le Gobi, c'est une poignée pour pouvoir le tenir et un système de personnalisation qui permet à chacun de reconnaître sa gourde. Ce qui est très astucieux, c'est qu'en fait, vous pouvez même le proposer en objet publicitaire, du coup. Oui, du coup, on travaille beaucoup avec des revendeurs d'objets publicitaires qui proposent notre produit aux entreprises qui ont des besoins de proposer des solutions qui sont environnementalement meilleures que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Avant, on était dans l'ère, jusqu'à il y a
même encore très récemment dans l'ère du tout jetable. Aujourd'hui, on passe à une ère du réutilisable. C'est évidemment l'abandon du plastique à usage unique qui est un fléau. Le gobelet jetable, c'est une parfaite illustration. Et du coup, les revendeurs d'objets promotionnels travaillent et proposent notre produit Gobi aux entreprises en insistant évidemment sur ces caractéristiques qui sont la personnalisation. Et évidemment, le trait particulier, c'est que c'est fabriqué dans le Val-de-Marne. Tout est fabriqué en France. Tous nos produits sont faits en France. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler localement avec des acteurs locaux, de rencontrer des entrepreneurs aussi qui travaillent avec nous, créer des solutions qui créent de l'emploi en France. Et donc, c'est ça qu'on vend par l'intermédiaire de revendeurs notamment. Voilà, bravo pour cette initiative en tout cas et ces astuces. Je rappelle que votre nom d'entreprise c'est Gobi, mais en tout cas Samuel de Grémont, si on veut vous contacter et si on est intéressé par vos produits, on fait comment? On tape Gourde Gobi sur internet comme le désert, ou le nom de la société c'est Gobi Lab. Donc on tape gobi.com. Voilà, merci beaucoup. On va vous souhaiter une très bonne continuation. Je rappelle qu'effectivement, tous vos produits sont faits en France et que vous êtes complètement autofinancés. Ce sont vos bénéfices qui sont réinvestis. Et ça, c'est vraiment très bien pour tout le monde. Et puis, ça montre qu'on peut y arriver en réinvestissant ces bénéfices. À bientôt, Samuel de Grémont. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct en studio. On va poursuivre cette émission tout de suite avec l'interview de Pascal Boniface, notre expert international, le directeur de l'IRIS, de l'Institut des relations stratégiques, sur le thème de pourquoi Xi Jinping fait-il plus peur que Mao. Mao était à la tête d'un État totalitaire. Il menaçait les alliés d'une guerre nucléaire, il insultait les soviétiques accusés de révisionnisme et des voués aux gémonies, et il menaçait de mener une révolution à l'échelle mondiale pour libérer les peuples de la tutelle occidentale. Les Chinois n'avaient le droit à rien. Ils n'avaient pas de vie privée ni de vie publique. C'est le Parti communiste qui décidait de l'âge à laquelle on pouvait se marier. Au sein du couple, les époux n'osaient pas critiquer le régime, de peur d'être dénoncés par son mari ou sa femme aux autorités pour déviationnisme. Les Chinois n'avaient rien, ils avaient un seul habit, tous le même. La seule lecture, c'était ça, le petit livre rouge, qu'il fallait grandir de façon très rigoureuse, sinon on était dénoncé. Et puis le quotidien du peuple, dans lequel l'information était quand même pas vraiment très développée. Et il y avait, les Chinois mouraient de faim. Le grand bond en avant, à la fin des 50, c'était une famille qui a tué de faim 30 millions de Chinois. Et bien donc s'il n'y avait vraiment aucune liberté, même ce que les Chinois pouvaient écouter comme distraction, ils n'en avaient d'ailleurs pas vraiment, mais la musique, les pièces de théâtre, c'était uniquement celles que le Parti communiste pouvait permettre de voir, et c'était des instruments de propagande. Pourtant, la Chine ne faisait pas vraiment peur à ce moment-là. On la regardait un peu de haut, c'était vu de façon folklorique, et surtout, il y avait dans le monde occidental des milliers de personnes qui se réclamaient de la pensée Mao Tse-tung, et qui eux aussi brandissaient le petit livre rouge comme si c'était le concentré de toutes les informations et de toutes les réflexions que l'on pouvait avoir. Bizarrement, aujourd'hui, les Chinois sont quand même dans une meilleure situation. Le PIB est de 10 000 $ par habitant, 130 millions de Chinois partent à l'étranger chaque année. Pas cette année, bien sûr, en 2020 du fait du Covid, mais les autres années. Ils rentrent tous. Aucun ne demande l'asile politique. Sous Mao, un Chinois qui aurait pu quitter le pays, il n'avait pas le droit, il n'en avait ni les moyens ni le droit. Mais un Chinois qui aurait quitté le pays aurait demandé l'asile politique. Aujourd'hui, non, ils rentrent chez eux, et ils ont un PIB qui est extrêmement confortable, ils sont plus de 800 millions à avoir accès à Internet. Alors bien sûr, Internet est censuré, mais quand même, ils ont un lien avec l'actualité, et la preuve d'ailleurs, ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour protester contre le sort réservé aux lanceurs d'alerte ou contre la façon dont la crise a été gérée par le pouvoir. Donc, la Chine est aujourd'hui un régime autoritaire. Ce n'est plus un régime totalitaire. Mais bizarrement, alors que des milliers d'Occidentaux criaient « Vive Mao Tse-tung » dans les années 60, malgré l'état du régime, aujourd'hui c'est haro sur la Chine. Aujourd'hui, la Chine est dénoncée partout et elle apparaît comme une menace.
dans les années 70, lorsque Jean-Yann fait son film, dont je vous recommande le visionnage, Les Chinois à Paris, on sait que c'est une pochade, parce que personne ne pense que les Chinois peuvent venir envahir Paris. Et Jean-Yann a été pression, puisque les Chinois qui envahissent Paris mettent leur quartier général, non pas à l'Élysée, mais au Galeries Lafayette. Donc il avait au moins cette pression-là. Et donc on pense que c'était un sujet rival. Aujourd'hui, on a presque peur que les Chinois viennent imposer leur régime. Il est pour le moins paradoxal que des milliers d'Occidentaux se soient réclamés de la Chine de Mao, se soient autoproclamés maoïstes, et voient dans Xi Jinping un danger très fort, alors que, honnêtement, est-ce qu'il vaut mieux être chinois aujourd'hui que chinois à l'époque? Aussi bien en termes d'accès à la consommation, y compris en termes de liberté. Comme l'a dit Kishore Mahbubani, dont j'ai rendu compte dans une récente vidéo du livre, en fait, les Chinois n'ont jamais été aussi heureux depuis 2000 ans. Les 30 dernières années ont été les années les plus heureuses pour les Chinois depuis que la Chine est un pays unifié. Mais ce n'est pas comme ça que c'est vu, et on voit, et il y a eu une sorte de moment Covid-19 où tout d'un coup la Chine est apparue encore plus qu'auparavant comme une menace. Alors comment expliquer cela? Eh bien c'est que la Chine de Mao était en fait un tigre de papier. Et il y avait bien sûr, ils étaient déjà le pays le plus peuplé du monde, mais leur armée était faible et on savait que les menaces de Mao étaient finalement des menaces qui n'avaient pas les moyens de mettre à exécution, même si il faut quand même se rappeler que c'est lui qui lance son pays dans la guerre de Corée en 1950, alors qu'il est nettement moins puissant que les États-Unis. Aujourd'hui, eh bien, les chiffres, et ce tableau le montre, la Chine, dont le PIB était 10 fois inférieur au PIB américain lorsqu'elle est rentrée dans l'OMC en 2001, aujourd'hui, le PIB de la Chine représente 60% du PIB américain, même un peu plus. Et donc, il y a un effet de rattrapage qui fait vraiment peur aux Américains, et également aussi au reste du monde occidental. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Le problème pour les Américains, c'est qu'ils ne veulent pas perdre la suprématie qui est la leur. Ce n'est pas le problème des Européens. Nous n'avons pas à être les lieutenants des États-Unis dans ce duel qu'ils opposent à la Chine. Nous devons faire valoir nos intérêts, nous devons effectivement éviter que la Chine mette des barrières non tarifaires à nos exportations, qu'elle ne respecte pas les règles du libre-échange dont elle dit se réclamer par ailleurs, et qu'elle respecte. Mais c'est en fait une rivalité de puissance. Aujourd'hui, très honnêtement, est-ce que vous pensez que la Chine veut imposer le communisme à l'échelle mondiale, comme l'URSS voulait le faire en son temps, et comme la Chine voulait le faire à sa manière, dans les années 60, notamment dans le tiers-monde? Non, la Chine, effectivement, défend ses intérêts, à nous de défendre les nôtres. Et aujourd'hui, les dirigeants chinois sont bien plus inspirés, en fait, par la civilisation chinoise que par les principes du marxisme-léninisme. Les 90 millions de membres du Parti communiste chinois ne se réunissent pas pour étudier la théorie de la contradiction de Mao Tse-tung ou les principes du matérialisme dialectique. Ils se réunissent pour avoir des informations et ils adhèrent au parti parce que le parti a bien géré le pays et les a amenés à un état de consommation qu'ils ne connaissaient pas. Bien sûr, une fois encore, il n'est pas question de nier le caractère autoritaire du régime chinois, mais il y a d'autres régimes dans le monde qui sont autoritaires sans être communistes. Et je pense que l'erreur, c'est de traiter la Chine comme on a traité l'Union soviétique, en disant que c'est une menace existentielle et que la Chine veut effectivement imposer le communisme à l'échelle mondiale. Non, c'est un rival. C'est un rival, c'est une puissance rivale qui s'est beaucoup développée. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques dans les années 80, le PIB chinois était 3,5 fois inférieur au PIB français, et aujourd'hui 4 fois supérieur. Donc la Chine s'est bien sûr développée, à nous de défendre nos intérêts.